não incorrer em erros e, ao mesmo tempo, tentar traduzir um pouco da trajetória do Gautier, né, dedicada, né, à pesquisa histórica do cinema, à conservação e à reflexão sobre o fazer história do cinema. Bom, o Gautier ele é professor da École Nationale de Chartres e pesquisador associado do CNRS. Ele coordena, é uma atividade que eu destaco como importante, né, nessa trajetória do Gautier, é a coordenação dele junto com outros colegas, né, como a Anne Kerlan e o Dimitri Vizeriglou, de um grupo de pesquisa que é o Histoire Culturelle du Cinéma, que durante muitos anos reuniu, né, pesquisadores e pesquisadoras dedicados a pensar o cinema nessa perspectiva. Então, muitos desses materiais, eu acho que estão disponíveis em vídeo ou no YouTube, de palestras que foram realizadas por ou pesquisadores renomados ou jovens pesquisadores, né, numa prática muito rica de interlocução e que resultou não só nos seminários, em artigos, não é, publicados em diferentes revistas, mas uma das mais importantes é a 1895, né, resultou no trabalho mais recente mesmo, publicado nesse mês, em que Gautier é um dos organizadores, o Travaux d'Histoire Culturelle, em que ele reúne, não é, junto com outros pesquisadores, não é, muitos desses trabalhos. É uma atividade bastante contínua, né, de interlocução, de formação mesmo de uma rede, que resultou nessa obra, mas resultou em outras também. Eu vou citar uma, que é Loin de Hollywood, Cinématographie Nationale et Modèle Hollywoodien, né, publicado em 2013. Então, para dar conta de uma das facetas de atuação do Gautier. O Gautier publicou o que seria um equivalente, né, aproximadamente a nossa dissertação de mestrado, apesar que não é a mesma coisa, uma tese que foi publicada em livro em 99, chamada Passion du cinéma, cinéphilie, ciné-club et salles spécialisées à Paris, de 1920 a 1929. Ele foi orientando do Pascal Horry, né, em seu doutorado, uma tese que será publicada, intitulada Une composition française, la mémoire du cinéma en France, des origines à la Seconde Guerre mondiale. E ele tem também uma longa trajetória como conservador, né, tanto em bibliotecas, como numa parte, né, dessa trajetória junto ao Departamento de Artes do Espetáculo na Biblioteca Nacional da França, como foi, a partir de 2006, conservador da Cinemateca de Toulouse. Então, é alguém que, ao longo dessa trajetória, articulou os diferentes polos, né, de pesquisa, arquivo, reflexão, enfim, de forma muito resumida, né? Sem, obviamente, dar conta, não é, de todos os aspectos da sua trajetória. Eu deixo aqui essa primeira introdução e agradecemos muito a sua presença e com isso passo a palavra a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je tiens d'abord à remercier Raphaël Zanato de m'avoir offert cette extraordinaire occasion d'une communication à l'occasion du congrès Cinéma et Histoire ici à João Pessoa au Brésil. Et je dois dire que c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir participer à ces débats. Je remercie également Raphaël Ireno pour son travail sur la traduction du texte, ainsi qu'Eduardo Moretin qui est présent ce soir à nos côtés.
Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rafael Zanato por me conceder essa oportunidade de falar no Congresso Cinema e História, aqui em João Pessoa, Brasil. E devo dizer também que é uma grande honra e um enorme prazer poder participar dessa discussão. Agradeço também a Rafael Ireno por seu trabalho na tradução do texto, assim como o Eduardo Moretti, que está ao meu lado. Alors, je vais revenir ce soir sur quelques textes d'histoire du cinéma parus en France, dont je vais m'efforcer de dégager les grandes lignes de force. Ces textes sont parus dans la presse ou en volume entre la dernière décennie du muet, les années 20 donc, et les années d'éclosion de la nouvelle vague. Pour le dire en d'autres termes, cette intervention n'aura pas pour objet les évolutions les plus récentes de l'écriture de l'histoire du cinéma en France, mais plutôt le moment où s'installe un discours historique sur le cinéma avant que l'université ne s'en empare à partir des années 1970. Essa noite eu retomarei alguns textos sobre a história do cinema publicados na França e me esforçarei para delinear os principais pontos desses textos. Esses textos apareceram em jornais ou livros entre a última década da era do cinema mudo, então 1920, e os anos da eclosão da Nouvelle Vague. Em outras palavras, o objeto dessa apresentação não será os desenvolvimentos mais recentes da escrita da história do cinema na França, mas sim o momento em que se consolida um discurso histórico sobre o cinema, antes de que a universidade se apropriasse dele nos anos 70. Donc, le périmètre de cette conférence s'entend depuis les premiers textes du critique Léon Moussinac dans les années 20 jusqu'à l'entreprise sadoulienne, l'histoire générale du cinéma de Georges Sadoul, dont la parution débute en 1945 et qui s'échelonne jusque dans les années 50. O recorte desse estudo se estende, portanto, desde os primeiros textos do crítico Léon Moussinac, na década de 1920, até o empreendimento sauduliano, na História Geral du Cinéma, de Georges Sadoul, cuja publicação se inicia em 1945 e se estende até os anos 50. Elle passera aussi donc, par Maurice Bardèche et Robert Brasillac, l'histoire du cinéma, paru en 1935 dans sa première édition, ainsi que par Georges Charançol, Panorama du cinéma en 1930, puis 40 ans du cinéma en 1935, et aussi par Marcel Lapierre, Marcel Lapierre qui a fait paraître les 100 visages du cinéma en 1948, et pour finir par des textes écrits par Henri Langlois et Raymond Borde, deux fondateurs de Cinémathèque. Que ela passará também por Maurício Bardèche e Robert Brasillac, História do Cinema, de 1975, assim como por Georges Charançol, o Panorama do Cinema, de 1930, e Marcel Lapierre, Les 100 visages du cinéma, e por fim por Henri Langlois e Raymond Borde, que são os dois fundadores das cinémathèques. Les personnalités que je viens de citer recouvrent trois catégories d'historiens. Des journalistes de cinéma en premier lieu, et pour le dire rapidement, des critiques cinématographiques. Moussinac, Charançol, Sadoul. Mais aussi, en second lieu, des hommes de lettres, dont l'écriture sur le cinéma apparaît presque comme un accident dans une carrière littéraire et politique placée à l'extrême droite, Brasillac et Bardèche. Et enfin, des créateurs de cinémathèques, c'est-à-dire des collectionneurs et des programmateurs, Langlois à la Cinémathèque française et Borde à la Cinémathèque de Toulouse. As personalidades que eu acabei de citar, algumas abrangem três categorias de historiadores. Em primeiro lugar, os jornalistas de cinema, e para resumir, críticos cinematográficos, Moussinac, Charançol e Sadoul. Homens de letras cuja escrita sobre o cinema parece quase como um acidente em uma carreira literária e política, no aspecto mais de direita, o Brasillac e o Bardèche. E, finalmente, criadores de cinematecas, isto é, os colecionadores e programadores Langlois, na Cinemateca Française, em Paris, e Borde, na Cinemateca de Toulouse.
Cette typologie recèle d'ores et déjà quelques indices quant aux modalités de l'histoire du cinéma dont je vais vous parler, puisque celle-ci se décline aussi bien sous forme de texte, voilà pour l'encre, que de films que l'on entreprend de conserver aussi bien que de programmer, en dessinant par là une forme singulière d'écriture de l'histoire du cinéma qu'il revient à Dominique Paigny d'avoir bien identifié à propos de Henri Langlois. Voilà pour le nitrate. Essa tipologia já contém alguns indícios sobre as modalidades da história do cinema que abordarei, pois essa se desenvolverá tanto sob a forma de textos, eis a tinta, quanto de filmes que se busca conservar e programar, delineando assim uma forma singular de escrita que coube a Dominique Paigny identificar com precisão a respeito do próprio Langlois, eis o nitrato. Concrètement, il s'agira moins ici d'analyser les méthodes de chacun des historiens précédemment cités que d'identifier les paradigmes mis en œuvre pour l'écriture d'une histoire si récente dans les années 20 et 30 qu'elle se présente sans modèle. Une histoire qui s'invente au fur et à mesure de son déroulement et dont les auteurs s'attachent à révéler les ruptures comme les articulations sans avoir la possibilité de s'appuyer sur des précédents. Em termos concretos, o objetivo aqui é menos analisar os métodos de cada um dos historiadores precedentemente citados, do que identificar os paradigmas empregados na escrita de uma história tão recente que se apresenta sem um modelo, uma história que se inventa à medida em que se desenrola e cujos autores se esforçam para revelar tanto suas rupturas quanto suas articulações, sem ter a possibilidade de apoiar em trabalhos precedentes. Rappelons en effet que les premiers textes de ce corpus ne sont postérieurs que d'une trentaine d'années à la première projection publique payante des Frères Lumière, sans même parler de quelques articles plus anciens encore que je n'évoquerai pas, comme par exemple la série écrite par Victorin Jassé dans Ciné-Journal en 1911. Alors la seule possibilité offerte aux historiens amateurs qui se piquent d'histoire du cinéma est alors d'emprunter des concepts déjà déployés dans d'autres territoires. De fato, vale lembrar que os textos mais antigos desse corpus datam de apenas cerca de 30 anos após a primeira exibição pública paga dos Irmãos Lumière, sem mencionar alguns artigos ainda mais antigos, como por exemplo a série Estudos sobre a Encenação na Cinematografia, publicada por Victorin Jassé no Ciné-Journal, no outono de 1911, a única opção disponível para historiadores amadores que se interessam pela história do cinema é, portanto, tomar emprestado conceitos já elaborados em outros campos. Pourtant, ces premiers historiens ne s'inspirent guère de l'histoire méthodique ou scientiste qui est dominante dans l'université française de la fin du XIXe siècle. Leurs principaux modèles procèdent davantage de l'histoire de l'art, sous le vent du vaste mouvement de légitimation du cinéma qui prend corps dans les 2 dernières décennies du muet, ou encore de l'histoire littéraire. Contudo, esses primeiros historiadores dificilmente se inspiravam na história metódico-cientificista, mesmo isso sendo dominante nas universidades francesas no final do século XIX. Seus principais modelos vieram sobretudo da história da arte, sobre a influência do vasto movimento de legitimação e de ratificação, e mesmo de ratificação, que tomou forma nas 2 últimas décadas da era do cinema mudo, ou ainda da história literária. Alors les analyses que je vais vous livrer s'appuient sur un ensemble de recherches effectuées depuis plus de 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas. En particulier mon doctorat intitulé Une composition française, la mémoire du cinéma en France, les origines de la Seconde Guerre mondiale, qu'a cité Eduardo Moretin, et puis de travaux plus récents consacrés à l'histoire du patrimoine cinématographique ou au processus de patrimonialisation, un livre par exemple collectif qui s'appelle Patrimoine et patrimonialisation du cinéma, que j'ai dirigé en 2020, ou encore à l'histoire des cinémathèques et à Raymond Borde, en coécriture avec Natacha Laurent. Je citerai notamment un livre qui s'appelle Raymond Borde, une autre histoire du cinéma, que nous avons publié en 2022, et nous préparons un livre sur l'histoire du patrimoine cinématographique en France, qui devrait paraître, nous l'espérons, en 2027 ou 2028.
As análises que apresentarei baseiam-se em um conjunto de pesquisas realizadas ao longo de mais de 20 anos, em particular a minha tese de doutorado, que ele falou que não deixa ele mais jovem, né, intitulada uma composition française, la mémoire du cinéma et en France des origines à la Deuxième Guerre mondiale, que o Moretti citou no começo da apresentação, e que deverá ser publicado sob o título mais explícito, que é o Supplément Romance National, l'écriture de l'histoire du cinéma et des origines de la Segunda Guerra Mundial. Assim como em trabalhos mais recentes dedicados à história do patrimônio cinematográfico e ao processo de patrimonialização, por um lado, e a história das cinematecas e de Raymond Bordet, em coautoria com Natasha Laurent, por outro. Ele também cita algumas obras coletivas, que é o Raymond Bordet, une autre histoire du cinéma, e Dragon et Trésor, une histoire du patrimoine cinématographique en France, também com Natasha Laurent. Alors, à la lecture des premiers textes d'histoire du cinéma, deux questions majeures se posent, à tout le moins pendant la première moitié du XXe siècle. D'une part, quels sont les paradigmes que les pionniers de l'histoire du cinéma utilisent pour la mise en récit de cette histoire? Alors, par paradigme, j'entends ici les grands registres disciplinaires qui se fixent au XIXe siècle, l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, l'histoire du théâtre, voire l'histoire de la musique ou de l'architecture. Na leitura dos primeiros textos de história do cinema, duas questões principais se colocam, pelo menos durante a primeira metade do século XX. De um lado, quais paradigmas os pioneiros da história do cinema utilizaram para narrar essas histórias? Por paradigma, refiro-me aos principais regimes disciplinares que se estabeleceram no século XIX, a história da arte, a história da literatura, a história do teatro e até mesmo a história da música ou da arquitetura. Et d'autre part, quels concepts puise-t-on au sein de ces paradigmes? Par concept, j'entends ici les notions opératoires qui permettent d'identifier les tendances collectives, comme par exemple les notions d'école nationale, de style, de primitif ou encore de classique. Et en outre, comment ces concepts évoluent-ils alors que se déploie un récit historique qui s'efforce de s'adapter à la singularité des formes cinématographiques et qui forge ses propres outils d'analyse en les empruntant à des territoires que certains avaient labourés pour en récolter d'autres fruits. Por outro lado, quais conceitos foram extraídos e por vezes esgotados desses paradigmas? Por conceitos, refiro-me às noções operacionais que nos permitem identificar tendências coletivas, como, por exemplo, as noções de escola nacional, de estilo, de primitivos ou ainda de clássicos. Ademais, como esses conceitos evoluem à medida que se desenvolve uma narrativa histórica que se esforça em adaptar a singularidade das formas cinematográficas e que forja suas próprias ferramentas de análise, expressando-as de um território que os outros cultivaram para colher frutos diferentes. Alors, toutes ces questions ont fait l'objet d'amorces de réponses dans des travaux historiques récents. Ça concerne par exemple le rythme, et je renvoie ici aux travaux passionnants de Laurent Guido, qui en particulier, donc dans l'âge du rythme, cinéma, musicalité, culture du corps dans les théories françaises des années 1910-1930, c'est un livre qui est paru en 1907, avec une historienne qui s'appelle Éléonore Chaline, une historienne de la photographie. Nous avons aussi esquissé cette analyse de la genèse en quelque sorte de ces concepts en travaillant la circulation de la notion de photogénie entre photographie et cinéma des années 1890 aux années 1930. Et puis, à ces trois questions, mais je vais laisser Raphaël traduire. Obrigado. Essas questões que têm recebido esboços de respostas em trabalhos históricos recentes, no que diz respeito ao ritmo, refiro-me ao fascinante trabalho de Laurent Guido, em particular a idade do ritmo, cinema, musicalidade e cultura corporal nas teorias francesas das décadas de 1900 a 1930,
publicado em 2007. Foi também isso que Eleonore Charina e eu delineamos ao trabalhar a circulação das noções de fotogenia entre a fotografia e o cinema dos anos de 1890 aos anos 1930. À ces questions, il convient d'en ajouter une nouvelle, comment, dès l'entre-deux-guerres, apparaissent, puis se développent après 1945, de nouvelles notions opératoires en histoire du cinéma, en particulier la notion centrale qui est la notion d'auteur de film, et de quelle manière ces notions s'imposent-elles dans le contexte du bref âge d'or de la critique cinématographique qui s'épanouit entre le début des années 50 et la fin des années 60. C'est ce qu'avec Dimitri Véziroglou, nous avions tenté avec le collectif L'auteur de cinéma, Histoire, généalogie et archéologie, un livre publié en 2013. Junto a essas três questões, deve-se acrescentar uma quarta. Como surgem, desde o entreguerras, e se desenvolvem após 1945, novas noções operatórias da história do cinema, em particular a noção central de autor do filme, e de que modo essas noções se impõem no contexto da breve era de ouro da crítica cinematográfica, que floresce entre o início da década de 1950 e o final dos anos 1960. Foi isso que Dimitri Véziroglou e eu tentamos abordar com a obra coletiva O Autor de Cinema, História, Genealogia et Archéologie. Alors je ne suis bien entendu pas le premier à employer le terme de paradigme. La détermination d'un ou plusieurs paradigmes est au cœur de bien des réflexions en matière d'historiographie et d'épistémologie du cinéma. Philippe Gautier, c'est un Gautier qui n'est pas mon cousin ni de ma famille, auteur d'une thèse intitulée « Histoire et historiographie du cinéma en France 1896-1953 », soutenue à l'Université de Montréal en 2013, il récuse par exemple la césure simpliste entre l'histoire traditionnelle du cinéma et la New Film History, dont le point de départ serait le congrès de Brighton en 1978. Não sou naturalmente o primeiro a empregar esse termo paradigma. A determinação de um ou vários paradigmas está no cerne de muitas reflexões em matéria de historiografia e epistemologia do cinema. Philippe Gautier, que não é um primo dele, nem faz parte da família, é o autor de uma tese intitulada História e Historiografia do Cinema na França, de 1896 a 1953, defendida na Universidade de Montreal, em 2013, e, por exemplo, ele rejeita a cisão simplista entre a história tradicional do cinema e a New Film History, cujo ponto de partida seria o Congresso de Brighton, em 1978. Alors cette histoire traditionnelle du cinéma, celle de Bardèche et Brasillac, celle de Sadoul, celle d'autres, a été conspuée par les universitaires, mais elle recouvre en réalité une diversité d'approches, de manières de faire de l'histoire que l'on ne peut pas occulter, d'où l'intérêt des travaux sur ce premier demi-siècle d'écriture de l'histoire du cinéma. Essa história tradicional do cinema, a de Bardèche e Brasillac e de Sadoul e outros, foi vilipendiada por tantos acadêmicos, mas elas cobrem, na realidade, uma diversidade de abordagem e modos de fazer histórias que não podem ser ocultadas. Daí o interesse dos trabalhos sobre esse primeiro meio século. Comme l'écrit l'historien du cinéma Laurent Le Forestier dans un article paru en 2011 à propos de Georges Sadoul, au moment de la parution du premier tome de son Histoire générale du cinéma en 1945, Sadoul, je cite, avec qui, parmi d'autres, la New Film History entendait rompre, était en son temps déjà vu comme rompant, sur un plan épistémologique, avec les entreprises historiographiques qui l'avaient précédé, parce que recourant à une méthode, fin de citation. C'est on ne peut plus vrai, et c'est dire la complexité et la richesse de ce premier moment d'écriture de l'histoire du cinéma. Como escreve, aliás, Laurent Le Forestier, no momento da publicação do primeiro volume de sua História Geral do Cinema, em 1945, como essa citação, Sadoul, com quem, entre outros, a New Film History
pretendia romper, já era visto em seu tempo como aquele que rompia, em um plano epistemológico, com as empreitadas históricas que o precederam, por recorrer a um método. Isso não poderia ser mais verdade e mostrar a complexidade e a riqueza desse primeiro momento da escrita da história do cinema. À cette dichotomie artificielle entre deux registres, qui serait pour le premier entaché d'archaïsme et pour le second synonyme de modernité, Philippe Gautier substitue une autre forme d'opposition entre histoire amateur du cinéma et histoire universitaire du cinéma. La première, l'histoire amateur, prévalant jusqu'aux années 70, et la seconde, l'emportant par la suite. Essa dicotomia artificial entre dois registros, que seriam o primeiro marcado pelo arcaísmo e o segundo sinônimo de modernidade, Philippe Gautier substitui outra forma de oposição entre história amadora do cinema e história universitária do cinema, prevalecendo a primeira até os anos de 1970 e a segunda predominando posteriormente. Alors, c'est en considérant le public visé par ces textes, celui des amateurs en premier lieu et celui des universitaires dans un second temps, que dans un article du numéro déjà cité de la revue canadienne Cinémas en 2011, que Philippe Gautier forge ce qu'il appelle des paradigmes d'écriture de l'histoire. Ao considerar o público visado por esses textos, primeiramente os amadores e em segundo lugar os universitários, que em um artigo do mesmo número da revista, né, já citado aqui, Cinemas, Philippe Gautier forja o que ele chama de paradigmas da escrita da história. Pour intéressante qu'elle soit, cette distinction ne me semble pas pleinement opératoire, en ce qu'elle fédère sous une même bannière, donc ceux de l'histoire amateur du cinéma, des historiens dont les pratiques sont extrêmement divergentes, y compris, on va le voir, du point de vue politique, mais aussi en raison de la multiplicité des générations qui se succèdent pendant la première moitié du XXe siècle. Por mais interessante que seja, essa distinção não me parece plenamente operatória, pois agrega sob uma mesma bandeira, né, um mesmo grupo, historiadores cujas práticas são extremamente divergentes, inclusive em questões políticas, mas também devido à multiplicidade de gerações que se sucedem durante a primeira metade do século XX. On peut en effet identifier au moins 3 générations de ces premiers historiens du cinéma. La génération née jusqu'au début des années 1890, Victorien Jasset, déjà cité, Guillaume Michel Coissac, Maurice Nouvert ou même Léon Moussinac qui était né en 1891. Une deuxième génération née avec le XXe siècle, Bardèche, Brasillac, Charançol, Marcel Lapierre, Jean Mitry, Georges Sadoul, et une troisième génération active à partir des années 1940 et 1950, née dans les années 10 au début des années 20, incarnée ici par Henri Langlois et Raymond Borde. Pode-se identificar pelo menos 3 gerações de cineastas, né? A nascida até o início dos anos 1890, que é o Victor Jasset, já citado, o Michel Cozillac, o Maurice Nouvart e ainda o Léon Moussinac. Uma segunda nascida com o século XX, né? Que é o Bardèche, Brasillac, o Charançol, o Marcel Lapierre, o Mitry e o Sadoul, e uma terceira ainda, que é um pouco mais ativa a partir das décadas de 1940 e 50, nascidas no começo do século, né, em torno da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, e que é o Langlois e o Borde. Par ailleurs, cette distinction entre historien amateur et historien universitaire ne tient pas compte des modèles dans lesquels ces récits multiples s'inscrivent, ces modèles que j'ai abordés déjà précédemment. Além disso, né, dessa distinção entre amadores e historiadores, né, essa distinção constrói um paradigma que não leva em consideração os modelos, esses modelos que ele estava falando, nos quais esses múltiplos relatos se inserem e que ele abordou assim. Alors il n'en reste pas moins qu'un point essentiel me semble particulièrement bien vu dans l'article de Philippe Gautier. L'histoire du cinéma intrique, pratique et discours.
Et elle mêle donc, je cite Philippe Gautier, des institutions comme les musées, les archives, les maisons d'édition, les universités, des événements, des congrès ou des festivals de films par exemple, et des constructions plus abstraites de l'esprit comme des théories de l'histoire, des théories de l'histoire du cinéma, des positions épistémologiques, etc. Fin de citation. Resta, contudo, que ponto essencial me parece particularmente bem observado no artigo de Felipe Gautier. A história do cinema entrelaça práticas e discursos e mistura, portanto, começo de citação, instituições como museu, arquivos, editoras, universidades, eventos, congressos ou festivais de cinema, por exemplo, e construções mais abstratas do espírito, como teorias da história, teorias da história do cinema e posições epistemológicas, etc. Fim de citação. À ces lieux, à ces institutions, à ces espaces divers, j'en ajouterai de plus symboliques, à l'instar des programmations, des listes de classiques et de chefs-d'œuvre, des filmographies sélectives au gré des souvenirs des spectateurs ou des films retrouvés, dès lors que l'on entre dans l'ère du patrimoine cinématographique. A esses lugares, a esses espaços diversos, eu acrescentaria outros mais simbólicos, como as programações, as listas de clássico, a obra-prima, as filmografias seletivas, conforme as memórias dos espectadores e os filmes recuperados, desde que se entre na era do patrimônio cinématographique. Alors, dans un texte que j'avais fait paraître en 2007 dans la revue 1895 et qui s'appelait « Le cinéma, une mémoire culturelle », j'avais proposé une typologie de l'histoire du cinéma sur laquelle je souhaite brièvement revenir. En m'adossant à un article publié par Robert Mandrou, un historien de l'époque moderne, et consacré à cinéma et histoire dans la célèbre revue Les Annales, la célèbre revue d'histoire créée par Lucien Febvre et Marc Bloch, j'envisageais 3 modèles de l'histoire du cinéma. Em texto publicado em 2007, na revista 1895, O Cinema, uma Memória Cultural, eu havia proposto uma tipologia da história do cinema sobre a qual desejo brevemente retornar. Apoiando-me em artigo publicado por Robert Mandrou e dedicado ao cinema e história na famosa revista Os Annales, criada por Lucien Febvre e Marc Bloch, eu considerava 3 modelos da história do cinema. Alors, ces 3 modèles, c'était en premier lieu une histoire techniciste, dont le premier représentant était certainement Guillaume Michel Coissac, avec son Histoire du cinématographe des origines à nos jours, paru en 1925, et dont Laurent Manoni, aujourd'hui, serait l'un des lointains héritiers. Deuxième modèle, une histoire cinéphile qui se met en place dès les années 20 autour de ce premier âge d'or de la cinéphilie riche et complexe et qui procède comme une histoire du goût et aussi du dégoût. Et troisième modèle, une histoire encyclopédique dont Georges Sadoul apparaît comme l'unique représentant avant les années 60 dans la mesure où l'histoire générale du cinéma est entreprise dès la seconde moitié des années 30. Então, dessas 3 categorias, né? A primeira seria uma história tecnicista, cujo primeiro representante era, sem dúvida, o Guillaume Michel Coissac, em história do cinematógrafo das origens aos nossos dias, de 1925, e da qual o Laurent Manoni seria um dos distantes herdeiros. O segundo é uma história cinéfila, que se estabelece desde os anos 1920 em torno dessa primeira idade do ouro da cinefilia, rica e complexa, e que se desenvolve em uma história do bom gosto ou do mau gosto. É uma história enciclopédica, enfim, da qual o Georges Sadoul aparece como único representante. Alors, il faut bien constater aujourd'hui que cette typologie que j'ai mise au point il y a presque 20 ans, en fait, je la trouve assez imparfaite et parce qu'elle occultait 2 dimensions essentielles de l'écriture d'une histoire du cinéma. La première de ces dimensions tient à l'importance de l'idéologie politique des auteurs, qui est pourtant capitale à la lecture des textes fascistes, imprégnés d'antisémitisme, de Bardèche et Brasillac par exemple, mais aussi en réponse à Bardèche et Brasillac, à la lecture des textes marxistes de Georges Sadoul,
Sans parler de Léon Moussinac, bien entendu, ces deux derniers étant membres du Parti communiste français et militants antifascistes. Hoje, é forçoso constatar que essa tipologia ocultava duas dimensões essenciais da escrita de uma história do cinema, que ele pretende voltar porque ele achava defeituosa, né? A primeira delas reside na importância da ideologia política dos autores. No entanto, central na leitura dos textos impregnados de antissemitismo de Bardèche e Brasilac, por exemplo, mas também em resposta aos precedentes na leitura dos textos marxistas de Georges Sardou, sem falar, é claro, de Léon Moussinac, ambos membros do Partido Comunista Francês. La seconde dimension qui manquait à cette typologie procède là encore des paradigmes que ces histoires entrelacent quand elles ne s'y inscrivent pas, paradigmes préexistants dont deux sont particulièrement remarquables, le paradigme littéraire d'une part et celui de l'histoire de l'art d'autre part. A segunda dimensão que faltava procede mais uma vez dos paradigmas que essas histórias entrelaçam, quando não se inserem neles paradigmas pré-existentes, do quais dois deles são particularmente notáveis, o paradigma literário e o paradigma da história da arte. Du côté des amateurs de la chose cinématographique, en effet, ces cinéphiles, dont on peut en France dater l'émergence de l'extrême fin des années 10 et du début des années 20, l'histoire du cinéma est un prolongement de l'exercice critique. La rétrospection appliquée aux films, à leurs auteurs, à leur style, apparaît dès lors que l'on promeut le cinéma comme art. Do lado dos amadores da coisa cinematográfica, de fato, esses cinéfilos, cujo surgimento pode ser datado do final dos anos 1910 e o início dos anos 1920, a história é uma extensão do exercício crítico. A retrospectiva, aplicada aos filmes e aos seus autores e seus estilos, aparece desde que se promova o cinema como arte. En constituant son propre système de référence à l'égal des beaux-arts, le cinéma devient un objet d'histoire dont il convient d'examiner, dès lors, les chefs-d'œuvre et les minores, la circulation des formes et leur fixation en genre, les jeux d'influence et de style. Constituindo o seu próprio sistema de referências, à semelhança das belas artes, o cinema torna-se um objeto de história cujo exame deve abranger as obras-primas e as obras menores, a circulação das formas, a sua fixação em gêneros e os jogos de influências e de estilos. Fondée sur le souvenir de la vision des films, l'histoire cinéphile, cette histoire cinéphile, trouve son origine dans les articles de Louis Deluc, d'Émile Vigarros, de Jean Tedesco, de Georges Saint-Ransol, qui les premiers consacrèrent de nombreuses pages à l'évolution esthétique du cinéma. Fundada na memória da visão dos filmes, a história cinéfila tem sua origem nos artigos de Louis Deluc, Émile Vigarros, Jean Tedesco, Georges Saint-Ransol ou ainda Boissivon, que os primeiros dedicam numerosas páginas à evolução estética do cinema. Maurice Bardèche et Robert Brasillac, dont la première édition d'Histoire du cinéma est publiée à la fin de l'année 1935, sont en quelque sorte les produits de cette cinéphilie qui distribue blâme et récompense, qui condamne certains cinéastes à l'oubli, puisque le récit, d'abord fragmentaire qui caractérise cette histoire, est rythmé par la vie des cinéastes, tandis que d'autres de ces cinéastes se voient propulsés au firmament du nouvel art. Comme le fait remarquer Robert Mandrou dans son texte des Annales, où il parle de l'histoire du cinéma avant justement 1958, il écrit « Une certaine histoire littéraire, et non la meilleure, a souvent servi de modèle en ce domaine, celui de l'histoire du cinéma ». Maurice Bardèche e Robert Brasillac, cuja primeira edição de História do Cinema foi publicada no final de 1935, são, de certo modo, produtos dessa cinefilia, que distribuiu censuras e recompensas, condenando certos cineastas ao esquecimento, pois a narrativa inicialmente fragmentada, que caracterizava uma história ritmada pela vida dos cineastas, enquanto outros são projetados ao firmamento da nova arte, como observa Roberto Mandrou
em seu texto, nos análises citado acima, abre citação, né? Uma certa história literária, não a melhor, serviu frequentemente de modelo nesse domínio. Ajoutons désormais à ce paradigme littéraire celui de l'histoire de l'art. À cet égard, l'édification d'un cinéma classique se fait en opposition à des primitifs qui sont eux-mêmes l'objet d'une construction culturelle, et c'est un clair emprunt de cette question des primitifs à une certaine histoire de l'art qui se structure à la fin du XIXe siècle. Acrescentemos agora a esse paradigma literário e o da história da arte, a esse respeito, a edificação de um cinema clássico em oposição aos primitivos, que são eles mesmos o objeto de uma construção cultural, claro, um empréstimo, né, dos primitivos, a uma certa história da arte que se estrutura no final do século XIX. Alors, je vais m'arrêter un instant sur le terme de primitif tel qu'on l'utilise dans l'histoire du cinéma au premier tiers du XXe siècle. Appliqué au cinéma états-unien, pardon, il ne faut pas utiliser le terme américain ici, oui, voilà. Appliqué au cinéma états-unien, l'usage des primitifs semble apparaître dès 1921 sous la plume du critique Léon Moussinac. Eu vou me deter um instante sobre o termo primitivos, tal como ele é utilizado na história do cinema no primeiro terço do século XX, aplicado ao cinema norte-americano. O uso de primitivos apareceria já em 1921 na pena de Léon Moussinac. Alors, ce qui est en question dans la très longue critique du lys brisé Broken Blossom de David Ward Griffiths qu'il livre au Mercure de France en 1921 est alors la valeur relative de certains chefs-d'œuvre de l'art cinématographique au regard de son évolution future. O que está em questão na longa crítica sobre o filme O Lírio Partido, O Lys Brisé, de 1919, publicada na revista Mercure de France, refere-se então ao valor relativo de certas obras-primas da arte cinématographique em relação à sua évolution future. Alors, je cite le texte de Moussinac que vous avez sous les yeux, traduit par Raphaël et Raphaël. Alors, il en fut toujours ainsi aux grandes époques de formation d'un art. Et qu'admirons-nous dans les peintures naïves de Duccio et de Cimabue, sinon déjà en puissance tout l'art de Giotto, et dans Giotto, tout l'art de Raphaël. Le cinéma, qui eut aussi ses catacombes au sous-sol du Grand Café, la séance publique payante des Frères Lumière le 28 décembre 1895, connaîtra la plénitude des grandes œuvres. Mais rien n'est plus émouvant que de le voir se former peu à peu, et notre émotion est légitime lorsqu'une de ces manifestations nous donne l'occasion d'admirer ses progrès. Fin de citation. Je ne sais pas si la citation... Podemos ir? Bom, essa citação está traduzida ali, gente. Aux yeux de Moussinac, il ne fait aucun doute qu'un art digne de ce nom secrète des classiques. De même, le cinéma donne à voir des primitifs au sens historique du terme, c'est-à-dire des œuvres qui précèdent et qui annoncent les classiques. Aos olhos de Moussinac, não há nenhuma dúvida de que uma arte digna desse nome engendra seus próprios clássicos. Do mesmo modo, o cinema apresenta os primitivos no sentido histórico do termo, isso é, obras que precedem e anunciam os clássicos. La grande originalité de Moussinac est d'avoir perçu l'existence ou d'avoir déterminé l'existence de ces primitifs avant même qu'un premier corpus de classiques de l'histoire du cinéma ne fût établi au cours des années 1920. L'invention des primitifs du cinéma a donc une fonction essentielle: accroître la légitimité du 7e art par le renforcement de l'analogie avec l'histoire de l'art traditionnel et tout particulièrement l'histoire de la peinture occidentale. A grande originalidade de Moussinac é tê-los percebido antes mesmo de um primeiro corpus de clássicos da história do cinema fosse estabelecido durante os anos 1920. A invenção dos primitivos do cinema tem, assim, uma função essencial: aumentar a legitimidade da sétima arte pelo reforço da analogia com a história da arte tradicional, e especialmente com a da história da pintura ocidental.
Cette fonction des primitifs, elle a elle-même une conséquence majeure quant à l'appréhension d'une histoire de l'art cinématographique. Moussinac range ici ces primitifs aux côtés d'illustres siennois ou florentins, des peintres, donc dans une perspective téléologique qui tente à démontrer que le cinéma de demain serait meilleur que celui d'aujourd'hui, lequel serait plus accompli que celui d'hier. C'est là une démarche classique pour un cinéphile et qui témoigne d'une vision de l'histoire encore ancrée dans le XIXe siècle. Essa função tem, por sua vez, uma consequência maior quanto à apreensão de uma história da arte cinematográfica. Moussinac coloca aqui, ou ele organiza aqui, os seus primitivos ao lado de ilustres sienenses ou florentinos, numa perspectiva teleológica, que tende a demonstrar que o cinema de amanhã seria melhor do que o cinema de hoje, que seria mais bem acabado do que o de ontem. Trata-se de uma abordagem clássica para o cinéfilo e que testemunha uma visão da história ainda ancorada no século XIX. Comme s'il lui fallait être plus explicite en matière d'analogie avec l'histoire de l'art, Moussinac poursuit dans le même article. Como se precisasse ser mais explícito quanto à analogia com a história da arte, Moussinac ele prossegue no mesmo artigo. Alors je lis l'article et vous pouvez le lire dans la traduction portugaise, donc sur la diapositive. J'ai cité tout à l'heure Duccio et Cimabue. L'art de David Ward Griffiths présente bien des analogies avec l'art de tous les primitifs. Les mêmes qualités et les mêmes défauts s'y retrouvent. La discipline en est le caractère dominant. La recherche de la précision y provoque souvent la sécheresse. Le souci de l'exactitude y devient parfois minutie. La passion de la vérité, brutalité. Le lyrisme, enfin, cet élan, ce souffle par quoi toute grande œuvre vit et règne en sont presque totalement absents. Dans ces films, Griffiths s'élève rarement jusqu'à la puissance, excepté à la fin d'Intolérance. Et le choix des moyens d'expression témoigne souvent d'une certaine puérilité fatigante. Le sujet choisi présente lui aussi les mêmes caractères, mais Griffiths est américain, entendez états-unien, et si les primitifs ne peignaient avec leur cœur que des madones naïves, c'est qu'ils avaient tant à découvrir dans leur art renouvelé qu'ils préparaient ainsi la venue des grands maîtres en qui s'affirma la Renaissance. On ne saurait dire avec plus de force que les primitifs précédèrent la Renaissance. Quant à la fonction assignée à l'œuvre de Griffiths, s'il reste des traces d'une vision stéréotypée qui s'attache à en montrer la puérilité, force est de constater qu'elle concorde parfaitement avec celle mise en exergue par l'historien d'art Élie Faure à propos des primitifs siennois. Não se poderia afirmar com mais vigor que os primitivos precedem a Renascença. Quanto à função atribuída à obra de Griffith, se ainda resta vestígios de uma visão estereotipada que insiste em mostrar sua puerilidade, é forçoso constatar que ela concorda perfeitamente com aquela visão destacada pelo historiador de arte Élie Faure a respeito dos primitivos sienenses. Le deuxième volume de l'histoire de l'art d'Élie Faure se clôt en effet sur un chapitre intitulé « La mission de François d'Assise », dont une partie fut d'ailleurs retranchée de l'édition définitive, celle consacrée à Ambrogio Lorenzetti et à Sienne. O segundo volume da sua história da arte encerra-se de fato com um capítulo intitulado A Missão de Francisco de Assis, do qual uma parte foi suprimida na edição definitiva, aquela dedicada a Ambrogio Lorenzetti e a Siena. Alors je cite, je cite Élie Faure. Peintre sombre et splendide, il faut que je vous mette la citation. Peintre sombre et splendide, le plus accompli des primitifs, pourrait-on dire, parce que allant le plus loin possible, dans la voie ouverte par Duccio, il y avait ici Duccio, et dédaigné par Giotto, qui n'a du primitif que les moyens. Instinct double des artistes siennois, qui conduit la peinture vers Florence par le chemin des écoliers, je veux dire par la voie des champs, pour abdiquer entre ses fortes mains, mais aussi leur fait demander au Moyen-Âge, justement pour lui transmettre une dernière leçon. Les Siennois, pourtant les moins modernes entre les Italiens gothiques, ont conquis pourtant la nature, dont l'Italie et l'Europe tireront le parti que l'on sait.
Citation ici. L'invention du paysage par les peintres siennois, selon Eliphore, est l'occasion de désigner une charnière de l'histoire de l'art où s'opère la jonction entre l'héritage du passé e le perspectives futures. A invenção da paisagem pelos pintores sienenses é a oportunidade para indicar um momento de articulação da história da arte onde se opera a junção entre a herança do passado e as perspectivas do futuro. David Ward Griffiths, encore lui, se situe à une semblable charnière pour le critique Émile Vuillermoz, qui est le critique cinématographique du quotidien Le Temps, qui découvre avec l'émerveillement de l'amateur d'art, les images d'intolérance au printemps 1919. Images qui résument et condensent toutes les conquêtes techniques de l'écran, le film couronnant, pour Vuillermoz, et clôturant toute une période de l'art cinégraphique. On peut noter, en le parcourant, toutes les défaites et les victoires qui le jalonnent. Fin de citation. O Griffin, né, situa assim ponto de articulação semelhante para Émile Vuillermoz, crítico cinematográfico do jornal Le Temps, que descobre com o deslumbramento do amante da arte as imagens de intolerância na primavera de 1919. Começo de citação, resumindo e condensando todas as conquistas técnicas da tela, o filme coroa e encerra toda uma época de arte cinematográfica. Pode-se notar, ao percorrê-lo, todas as derrotas e vitórias que o apontuam. Plus encore que chez Moussinac, chez Vuillermoz, donc, Griffiths est envisagé comme une première synthèse des réalisations qui l'avaient précédé, à l'instar de Giotto, qui atteint, selon Eliphore, un équilibre que l'on ne retrouvera qu'au XVIe et XVIIe siècle avec Raphaël et Rubens. Ainda mais do que em Moussinac, Griffin é considerado como uma primeira síntese das realizações que o precederam. A semelhança de Giotto, que encontrou um equilíbrio que só um equilíbrio que só se reencontrará no século XVI e XVII com Rafael e Rubens. Considéré sous ce prisme, Griffiths, comme Giotto, apparaît donc à la fois comme le dernier des primitifs et comme le premier des classiques, en ce qu'il se dégage, je recite Eliphore, de la gangue hiératique des peintres de Ravenne et des mosaïstes byzantins. Par la grâce de Griffiths, Moussinac et Vuillermoz bâtissent donc les premières pièces d'un splendide palais qui ne cessera de s'agrandir par la suite, celui de l'histoire de l'art cinématographique. Considerando sobre a ótica de Giotto e Griffin, aparece assim simultaneamente como o último dos primitivos, na medida que utiliza os seus meios e antecipa o florescimento dos pintores italianos, e o primeiro dos clássicos, na medida que se liberta do cerco hierárquico dos pintores de Ravenna, né? Pela graça de Griffin, Moussinac e Vuillermoz, erguem suas primeiras peças em um esplêndido palácio que não cessará de crescer posteriormente, o da história da arte cinematográfica. Alors venons-en maintenant aux usages politiques des primitifs. L'usage universaliste des primitifs dont font preuve Léon Moussinac et Eliphore est en effet assez exceptionnel en son temps. Le terme de primitif avait été largement utilisé par l'historiographie du XIXe siècle à des fins dont le nationalisme le plus étroit n'était pas absent. Agora vamos retomar a questão dos primitivos, né, as questões políticas dos primitivos, que é o uso universalista dos primitivos, demonstrando por Léon Moussinac, que é bastante excepcional em sua época. De fato, o termo havia sido amplamente utilizado pela historiografia do século XIX, para os fins dos quais o nacionalismo mais restrito não estava ausente. Ce nationalisme était alors partagé par l'histoire de l'art et par la critique littéraire, depuis un critique et un historien français qui s'appelle Hippolyte Taine, dont les deux livres, Histoire de la littérature anglaise et Les origines de la France contemporaine, ont exercé une influence durable sur la critique littéraire, notamment de droite et d'extrême droite, promouvant l'idée que la race et le milieu déterminaient les conditions de possibilité de l'œuvre d'art, d'une part,
et de l'autre que la crise morale de la France, dans les années 1870, s'ancrait dans l'esprit classique ayant conduit à ce que cet historien réactionnaire appelle les errements révolutionnaires. Esse nacionalismo era então compartilhado pela história da arte e pela crítica literária desde Hippolyte Taine, um historiador historiador da literatura francês, nos seus 2 livros, História da Literatura Inglesa e As Origens da França Contemporânea. Exerceram uma influência duradoura sobre a crítica literária, notadamente de direita e de extrema-direita, promovendo a ideia de que a raça e o meio determinam as condições de possibilidade da obra de arte, por um lado, e por outro, que a crise moral da França de 1871 tem suas raízes no espírito clássico, que levou aos descaminhos revolucionários. Alors c'est Hippolyte Taine qui va influencer donc les historiens d'art pour estimer que c'est grâce à ce qu'il appelle le génie national, celui du peuple, qu'une qualité esthétique d'une œuvre artistique peut être évaluée. O Taine, o historiador da literatura, que vai influenciar os outros historiadores do ponto de vista da história da arte em geral, e graças ao que ele chama de gênio nacional, né? O gênio que seria do povo, que se fundamentaria a qualidade estética da obra. Alors je vais passer plus vite là, en fait, juste pour vous dire que dans la France des années 1900, l'un des épisodes les plus importants de cette histoire nationaliste de l'art prend place à l'occasion d'un conflit entre les Belges et les Français sur les primitifs en peinture, à propos desquels une grande exposition est organisée d'abord à Bruges en 1902, puis au Louvre en 1904. Na França, ele vai falar agora dessa questão dos primitivos, né, de como que isso se deu na França e na Bélgica. Então, na França dos anos 1900, um dos episódios mais marcantes dessa história nacionalista da arte ocorre durante um conflito entre belgas e franceses sobre os primitivos, a respeito dos quais uma grande exposição foi organizada em Bruges, primeiro em 1902, depois no Louvre em 1904, que trata-se dos primitivos na pintura ocidental. Il s'agissait, par le biais de ces expositions, de démontrer en images qu'il existait des écoles de peinture qui se démarquaient de la tradition italienne. Et en 1904, à l'occasion d'une première grande rétrospective consacrée aux primitifs français, initiée par le Musée du Louvre et la Bibliothèque nationale, le responsable du catalogue, Henri Bouchot, il soutient l'hypothèse d'une Renaissance française non seulement antérieure à l'italienne, mais surtout distincte de la Renaissance italienne par essence, parce que, dit-il, le vieil art français s'était caractérisé par des tendances naturelles, humaines et vraies, alors que nos voisins resteront plus longtemps figés dans leur décoration byzantine et traditionnelle. Fin de citation. Então, por meio dessas 2 exposições, né, pretendia-se demonstrar em imagens que existiam escolas de pintura que se distinguiam da tradição italiana, então considerada como a fonte da modernidade. Em 1904, por ocasião dessa primeira grande retrospectiva dedicada aos primitivos franceses, iniciada pelo Museu do Louvre e pela Biblioteca Nacional, o Bouchot, responsável pelo catálogo, defendeu, e foi criticado por isso, a hipótese de uma renascença francesa não apenas anterior à italiana, mas sobretudo distinta desta pela sua essência, porque a velha arte francesa se caracterizava por tendências naturais, humanas e verdadeiras, enquanto os nossos vizinhos, né, os italianos, permaneceriam por mais tempo presos às suas decorações bizantinas e tradicionais. Ce type de déclaration a un seul objectif, il s'agit de s'approprier un moment fondateur de l'histoire de l'art, aux seules fins d'assurer la prééminence symbolique tant esthétique qu'historique de telle ou telle nation, en l'occurrence la France. Esse tipo de conflito ele tem só um único objetivo, que é apropriar-se de um momento fundador da história da arte, como único fim de assegurar a preeminência simbólica, tanto estética quanto histórica, de tal ou qual nação, no caso da nação francesa.
Alors ces enjeux nationaux, empreints de nationalisme, sont exactement les mêmes pour le cinéma, où l'on va bientôt ériger en étalon de l'innovation, sinon de la francité, des pionniers, souvent oubliés, en les dressant contre l'empire hollywoodien, et ce afin de construire la prééminence symbolique de la nation française en matière de cinéma. Essas questões nacionais imbuídas de nacionalismo serão as mesmas para o cinema, onde em breve se erguerão como padrões de inovação, se não de francesidade ou de caráter francês, né, dos pioneiros caídos no esquecimento, colocando-os contra o Império Hollywoodiano, e isso a fim de construir uma preeminência simbólica da nação francesa. L'histoire du cinéma est aussi une histoire politique, et j'aimerais illustrer cette question des usages nationalistes et primitifs, transposée dans le champ de l'histoire du cinéma, avec l'exemple de Georges Méliès. En 1935, Bardèche et Brasillac publient leur première édition de l'histoire du cinéma, où ils esquissent une synthèse entre une organisation historique traditionnelle et une approche cinéphile. Dans l'histoire du cinéma de Bardèche et Brasillac, le cinéma muet, désormais clos, est découpé en 5 périodes où voisinent des césures d'ordre politique, la guerre de 14-18 par exemple, ou esthétique, l'année 1923 par exemple. Gostaria, no entanto, de ilustrar essa questão dos nacionalismo primitivo, retomando a questão do campo da história do cinema, com um exemplo preciso do Georges Méliès, né, que foi publicado no final de 1935, pelas edições, 1935, e a primeira edição da História do Cinema de Maurice Bardèche, de Robert Brasillac, que esboça uma síntese entre uma organização histórica tradicional, onde prevalece a cronologia detalhada e uma abordagem cinéfila. Le livre de Bardèche et Brasillac est donc organisé de manière chronologique et il reprend une répartition désormais canonique du cinéma en école nationale. Comme le remarque l'auteur anonyme d'un premier compte-rendu dans la cinématographie française, Bardèche et Brasillac cherchent à définir le style particulier de chaque pays en identifiant par conséquent ce qui relève d'école nationale. O livro é, portanto, organizado de maneira cronológica e retoma uma repartição agora canônica do cinema em escolas nacionais. Como observa o autor anônimo de uma primeira resenha em uma revista chamada La Cinématographie Française, Bardèche e Brasillac, cito esse autor anônimo, procuram definir o estilo particular de cada país, identificando, consequentemente, aquilo que pertence e diz respeito às escolas nacionais. L'ensemble du livre est placé sous le signe d'une vision déterministe de l'histoire, chaque œuvre engendrant une autre œuvre qui accorde une place prépondérante au metteur en scène. Et Georges Méliès y apparaît comme la pierre angulaire du cinéma français, l'acteur essentiel d'un art cinématographique dont il est présenté comme le grand précurseur, aux côtés de Max Linder. Enfin, Malherbe vint, lit-on à propos de l'auteur du Voyage dans la Lune. O conjunto é colocado sob o signo de uma visão determinista da história, onde cada obra engendra outra obra, que concede um lugar preponderante ao diretor. Méliès, né, aparece agora como pedra angular do cinema francês, autor essencial de uma arte cinematográfica da qual ele é apresentado como grande precursor ao lado de Max Linder. Aí que tem uma citação que é, enfim, Malherbe veio. O Malherbe era um poeta francês que representava o Renascimento, né? Ele é o primeiro grande poeta francês do Renascimento. Lê-se a respeito do autor de Viagem da Lua, né? Le prestidigitateur, Georges Méliès, se voit donc promu inventeur de la syntaxe du cinéma, bien avant Griffith, mais aussi avant Walt Disney, présenté comme l'héritier direct de Méliès. L'ensemble de la production de Méliès est abordé par Bardèche et Brasillac, bien qu'il soit difficile aux deux auteurs
de ne pas insister sur la qualité proprement picturale des féeries. Os predigitadores é promovido a inventor da síntese do cinema. Bem antes de Griffin, mas também de Walt Disney, é apresentado como seu herdeiro direto, né? O conjunto de produções de Méliès é abordado, embora seja difícil para Robert Brasillach e Bardèche não insistirem na qualidade propriamente pictórica dos artesãos, dos artífices. Alors je cite Bardèche et Brasillach. Ce que nous aimons en Méliès, c'est une qualité poétique un peu minutieuse et maladroite, un peu archaïque, mais d'une bonne grâce inattendue et sincère. Des châteaux qui ne sont que des châteaux de livres d'images, des paysages qui n'ont pas cours ailleurs que dans les contes de fées, des panoramas précis et puérils d'un coloris un peu acide, des décors, des personnages du musée Grévin, tourbillonnant dans une aventure absurde, quelquefois sans doute les vitrines de la Samaritaine, mais ailleurs, des images d'Épinal sur un fond qui fait songer aux petites villes toscanes des Lorenzetti. Un mauvais goût si ingénu qu'il aboutit par une transmutation mystérieuse à la poésie la plus courtoise. Nous retrouvons tout cela dans ces premiers chefs-d'œuvre véritables de l'écran, et ces curieuses rencontres nous les rendent infiniment précieux. Fin de citation. Où l'on retrouve Lorenzetti. Art populaire s'ancrant dans la tradition, analogie par rapport aux expressions artistiques de la fin du Moyen-Âge, et particulièrement de ce que l'on range alors sous l'étiquette gothique internationale, Lorenzetti, la poésie courtoise, comme au XIVe siècle en somme, à cette époque des primitifs, l'adjectif n'est pas utilisé, mais le terme archaïque le remplace aisément, un art émerge donc, pour Bardèche et Brasillach, s'extrait de l'obscurité et donne à voir des horizons nouveaux qui vont permettre la réalisation des grands chefs-d'œuvre des années 10, dus aux États-Unis à Ince, Griffiths ou encore Cecil B. 2000. A arte popular ancorada na tradição, analogia em relação às expressões artísticas do final da Idade Média e particularmente daquilo que então se classificava sob a etiqueta de gótico internacional, Lorenzetti e poesia cortesã, como no século XIV, em suma, na época dos primitivos, o adjetivo não é usado, mas o termo arcaico o substitui facilmente. Uma arte emerge, extrai-se da escuridão e oferece horizontes novos que permitirão a realização de grandes obras-primas dos anos 1910, graças aos norte-americanos a Ince, Griffin e DeMille. Méliès n'est donc pas seulement un pont vers l'avenir pour Bardèche et Brasillach, il joue le même rôle qu'un Lorenzetti dans la Sienne du XIVe siècle. Il pose les jalons d'une esthétique sans laquelle la Renaissance n'aurait pas été possible, à l'instar des primitifs en peinture, dont la fonction est de fonder ou de refonder la syntaxe d'une expression artistique afin de permettre l'avènement des chefs-d'œuvre classiques à venir. Méliès não é apenas uma ponte para o futuro, ele desempenha o mesmo papel que um Lorenzetti na Siena do século XIV. Ele estabelece os marcos de uma estética sem a qual a Renascença não teria sido possível. A semelhança dos primitivos na pintura, cuja função é fundar ou refundar a sintaxe de uma expressão artística para permitir o advento de futuras obras-primas, obras clássicas. Alors, Georges Sadoul eut l'idée d'une histoire du cinéma grâce à Léon Moussinac, qu'il introduisit à Regard, à la revue Regard en juillet 1934, et selon ses propres dires, grâce à Juan Piqueras, fondateur de la revue espagnole Nuestro Cinema, exécuté par les franquistes pendant l'été 1936. Jorge Sadoul teve a ideia de uma história do cinema graças a Léon Moussinac, que o apresentou a Regard, em julho de 1984, e segundo suas próprias palavras, graças a Juan Piqueras, fundador da revista espanhola Nuestro Cinema, executado pelos franquistas durante o verão de 1936. Les 17 numéros de Nuestro Cinema entre juin 1932 et août 1935 ménagent une large place aux cinématographies soviétiques et françaises avec des textes de Léon Moussinac, de Eisenstein,
d'Isaac Anisimov, de René Clair et de Juan Piqueras lui-même. As 17 edições de Nossos Cinemas, na revista espanhola, entre junho de 1932 e agosto de 1935, reservam um grande espaço para cinematografias soviéticas e francesas, com textos de Mosinac, Eisenstein, Anisimov e o René Clair, e do próprio Piqueras. À l'instar de titres analogues parus en France, Nuestro Cinema comprend également plusieurs articles consacrés à l'histoire du cinéma, qu'il s'agisse d'une rétrospective du cinéma espagnol de 1896 à 1930 ou d'une tentative de chronologie exhaustive des précurseurs du cinéma. A semelhança de títulos análogos publicados na França, a Nostro Cinema, que é a revista espanhola, também inclui vários artigos dedicados à história do cinema, seja na forma de uma retrospectiva do cinema espanhol, de 1896 a 1930, seja por meio de uma tentativa de estabelecer uma cronologia exaustiva dos precursores do cinema. Alors, placés sous de tels auspices, Moussinac, Piqueras, exécuté par les franquistes en juillet 1936, le projet sadoulien, sa sortie, ont sans doute de présupposés politiques qui visaient à porter le combat antifasciste sur le front cinématographique et, j'ajouterai, sur le front de l'histoire du cinéma, à l'heure où Maurice Bardèche et Robert Brasillac, qui se revendiquent comme fascistes, venaient de publier en 1935 leur histoire du cinéma. Colocado sob os tais auspícios, né, que é a vontade do Piqueras, que foi executado pelos franquistas, o projeto de Sadu, como se pode imaginar, ele veio acompanhado de pressupostos políticos que visavam levar o combate antifascista para a frente cinematográfica e ouso acrescentar para também a frente da história da arte, que na época em que Maurice Bardèche e Roberto Brasillac eles se autodeclaravam fascistas, eles tinham acabado de publicar essa história do cinema em 1935. Le projet de Sadoul trouve donc son origine dans un antifascisme militant. Travailler comme historien, utiliser les archives, faire prévaloir le contexte économique sur l'évolution esthétique, c'est lutter contre le fascisme incarné par Bardèche et Brasillac et revendiquer aussi la modernité du cinéma. O projeto de Sadu encontra dessa maneira sua origem em um antifascismo militante. Trabalhar como historiador, usar os arquivos, fazer prevalecer o contexto econômico sobre a evolução estética, é lutar contra o fascismo encarnado por Bardèche e Brasillac e reivindicar a modernidade do cinema. Cette idéologie de combat est bien présente dans certains textes, tout particulièrement lorsque, dans un assaut polémique digne du surréaliste que Sadoul fut à un moment, il s'en prend en 1938 à Bardèche et Brasillac, qu'il accuse de refuser l'inéluctable évolution technique du 7e art et dont la cinéphilie mélancolique, sinon larmoyante, ne trouve pas de grâce à ses yeux. Essa ideologia de combate está presente em certos textos, especialmente quando, em um ataque polêmico, digno da escrita de um surrealista que o Sadu era, o Sadu investe contra Bardèche e Brasillac, a quem acusa de recusar a inevitável evolução técnica da sétima arte, e cuja cinefilia melancólica ou lacrimosa não encontra nenhuma graça aos olhos de Sadu. Bardèche et Brasillac trouvent que le cinéma est en échec depuis le parlant. O Bardèche e o Brasillac, eles acham que o cinema ele está numa derrocada desde o momento que começa a ter o falado, né, o cinema falado. Je cite Sadoul qui se moque de Bardèche et Brasillac. Ce point de vue, celui contre le cinéma sonore, qui était unanimement défendu il y a 10 ans, l'est encore aujourd'hui par quelques solennels retardataires. Écoutons messieurs Bardèche et Brasillac pontifier dans une histoire du cinéma hâtivement écrite, mal pensée et fourmillante d'erreurs historiques. Et donc là, Sadoul cite Bardèche et Brasillac. En dépit des apparences, il y a eu peu d'échecs aussi complets que celui du cinéma parlant. Jamais l'impuissance et la pauvreté du cinéma ne se manifestèrent plus complètement. Jamais ces préventions à la psychologie ne parurent plus ridicules, ces dialogues plus conventionnels, ces personnages plus factices. Fin de la citation, dans la citation.
Alors, l'aveuglement de Bardèche et Brasillac à l'égard du parlant est aux yeux de Sadoul le symptôme d'une double erreur, également condamnable. Non seulement cet aveuglement témoigne de la dimension proprement réactionnaire du propos de Bardèche et Brasillac, mais il dévoile en outre leur absence de perception historique du cinéma et par conséquent, cela les amène à méconnaître les vertus du cinéma moderne. Então, a cegueira dos dois, né, do Brasillac e do Bardèche, em relação ao cinema falado, é aos olhos de Sadu o sintoma de um duplo erro igualmente condenável. Não apenas testemunha a dimensão propriamente reacionária do seu discurso, mas também revela a sua ausência de uma percepção histórica do cinema e, consequentemente, os leva a desconhecer as virtudes do cinema moderno. Alors à cet égard, un article de Georges Sadoul, toujours ce même article de Sadoul, paru en 1938 dans cette revue qui s'appelle Le Point, entend célébrer un demi-siècle de cinéma parlant et se termine sur un vibrant plaidoyer en faveur des films parlants, qu'ils soient français, Le Million de René Clair, La Chienne de Jean Renoir, films parlants qui, je cite, apprirent aux incrédules que le parlant aussi était un art, ou qu'il soit états-unien. A esse artigo, é sempre o mesmo artigo do próprio Sadu, publicado na revista Le Point, que desde 1938 pretende celebrar meio século do cinema falado, termina com um vibrante apelo em favor dos filmes falados, seja eles franceses, Le Million, René Clair, La Chienne de Renoir, que ensinaram aos incrédulos que o falado também era uma arte, ou aos estadunidenses, aos norte-americanos. Donc, Georges Sadoul fait l'éloge donc de la modernité technique, et il poursuit son texte en écrivant « Attendons avec impatience chaque nouveau progrès technique, parce que ces progrès techniques donneront de nouvelles possibilités au cinéma après une inévitable période de tâtonnement qui est en passe de devenir le plus complet des arts, le plus total. » Fin de citation. Aguardamos com paciência cada novo processo técnico. Aqui. O cinéfilo Sadu, então, não oculta o historiador. Longe disso, ele justifica sua empreitada por uma militância racional que encontra seu fundamento na certeza de um progresso técnico acompanhado de um inegável brilho estético. Donc Georges Sadoul prend donc le contre-pied absolu d'une certaine tendance de la critique et de l'histoire du cinéma qui se complaît dans la nostalgie et la déploration du passé. C'est aussi parce que l'art cinématographique est à même de sécréter encore à l'heure du parlant chefs-d'œuvre et classiques qu'il est justifié d'en entreprendre l'histoire. C'est donc pour le temps présent que Georges Sadoul revêt la défroque de l'historien. Dessa forma, Georges Sadu ele também assume o contraponto absoluto de certa tendência da crítica e da história do cinema que se compraz na nostalgia e na lamentação do passado. É também porque a arte cinematográfica é capaz de ainda secretar, não na era do falado, obras-primas e clássicos que se justificam empreender na história. Portanto, para o tempo presente que Georges Sadu enverga e a veste do historiador. Mais là n'est pas le seul apport de Sadoul. Sadoul est en effet le premier historien qui s'efforce de travailler à partir d'archives, ce qui est particulièrement difficile dans les années 30 et pendant la guerre, et ce qui lui est en partie facilité par la Cinémathèque française après 1945. Mas essa não é a única contribuição de Sadu. Ele é o primeiro historiador que se esforça para trabalhar a partir de arquivos, e o que é particularmente difícil nos anos 1930 e durante a guerra, o que lhe é parcialmente facilitado pela Cinemateca Francesa após 1945. Et comme il s'en expliquera bien plus tard dans un texte intitulé Matériaux, méthodes et problèmes de l'histoire du cinéma, issu d'une communication prononcée en 1964 à la fin de sa vie et publiée pour la première fois en 1971 dans la revue intellectuelle du Parti communiste. L'histoire du cinéma, de son descendant.
Ah, c'est bon. L'histoire du cinéma ne saurait s'entendre sans le recours aux sources imprimées comme aux sources filmiques. Como ele mesmo explicará mais tarde em um texto intitulado Materiais, Métodos e Problemas da História do Cinema, resultado de uma comunicação proferida em 1964, no final da sua vida, mas só publicada pela primeira vez em 1971 na revista intelectual do Partido Comunista Francês, La Nouvelle Critique. A história do cinema não pode ser concebida sem o recurso às fontes, tanto impressas quanto fontes fílmicas. Sadoul y distingue plus particulièrement, plus précisément, trois types de sources. Les sources manuscrites ou imprimées, les sources orales et enfin ce qu'il appelle les sources sur pellicule. Entendez évidemment les films. O Sadoul ele distingue nesse artigo mais precisamente três tipos de fontes, né? As fontes manuscritas ou impressas, as fontes orais e finalmente o que ele chama de fontes de película, que seriam os próprios filmes no caso. Qu'il s'agisse de la première ou de la dernière de ces catégories, leur consultation n'est pas envisageable sans les collections accumulées par les cinémathèques. C'est ici que le patrimoine cinématographique fait son entrée, en ce qu'il est la condition de possibilité du travail de l'historien, ce que personne avant Sadoul n'avait envisagé sérieusement. Seja a primeira vez ou a última dessas categorias, a sua consulta não é de qualquer forma concebível sem as coleções acumuladas pelas cinematecas. E é aqui que o patrimônio cinematográfico faz sua entrada, na medida em que é a condição que possibilita o trabalho do historiador, algo que ninguém antes de Sadoul havia considerado seriamente. Alors, on sait que Sadoul s'est beaucoup appuyé sur les collections, films et non-films de la Cinémathèque française, ainsi que sur les entretiens rassemblés dans le cadre de la commission de recherche historique, animée par l'ancienne comédienne du Muet, Musidora. Mais au-delà de ce qui était accessible dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine cinématographique induit aussi un bouleversement de l'approche historique qui vient contredire la démarche de l'histoire cinéphile incarnée jusqu'alors, vous l'avez vu, par Bardèche et Brasillac. Sabes que esse último se apoiou muito nas coleções, né? O Sadoul, fílmicas e não fílmicas da Cinemateca Francesa, assim como nas entrevistas reunidas no âmbito da Comissão de Pesquisas Históricas animadas por Musidora, que é uma atriz e diretora francesa. Mas além do que estava acessível logo após a Segunda Guerra Mundial, o patrimônio cinematográfico induz uma revolução na abordagem histórica, que contradiz a abordagem da história cinéfila. É isso que gostaria de poder expor a vocês nessa última parte dessa comunicação. Alors c'est mon dernier point, c'est la série contra autor. Donc ce n'est pas ici le lieu de décrire par le menu la manière dont l'emporta entre la deuxième moitié des années 50 et le milieu des années 60 le paradigme de l'auteur, catégorie reine de la détermination critique comme de la détermination historique, dont on connaît les différentes étapes, apparition du metteur en scène en figure, sinon démiurgique, du moins toute puissante dans les histoires du cinéma dès les années 30 et l'histoire cinéphile, combat critique et corporatiste visant à faire du cinéaste l'auteur, sinon unique, du moins cardinal du film, élaboration enfin d'un corpus critique déterminant une politique des auteurs dont l'artisan principal, à partir de 1955, est François Truffaut. Aqui não é um lugar para descrever detalhadamente a maneira pela qual se impôs entre a segunda metade dos anos 1950 e meados dos anos 1960 o paradigma do autor, categoria predominante da determinação crítica e da determinação histórica, cujas diferentes etapas são conhecidas. Aparecimento do diretor como figura, se não demiurga, ao menos toda poderosa, nas histórias do cinema desde os anos 1930 e na história cinéfila, combates críticos e corporativos, visando fazer do cineasta o autor, se não único, pelo menos central do filme, elaboração de um corpus crítico que determina uma política dos autores, cuja principal artífice, né, o principal nome é o Truffaut. Alors, je ne vais pas évidemment détailler, mais retenons que dans l'article célèbre de François Truffaut
qui fonde la politique des auteurs, article publié dans les Cahiers du cinéma en février 1955, Ali Baba et la politique des auteurs. L'exemple retenu par Truffaut s'inscrit dans le paradigme de l'histoire littéraire, puisqu'à l'appui de son hypothèse, il cite la formule fameuse de l'écrivain de Jean Giraudoux, « Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a que des auteurs ». Eu não vou entrar muito em detalhes, mas recordamos apenas que no célebre artigo do François Truffaut, que fundamenta a dita política, né, do autor, Ali Baba e a política dos autores, no Cahiers du Cinéma em 1955, o exemplo retido por Truffaut se insere no paradigma da história literária, já que em apoio à sua hipótese ele cita a famosa fórmula de Jean Giraudoux, não há obras, há apenas autores. L'auteur de cinéma y est donc une transposition de l'auteur littéraire. On peut interpréter la politique des auteurs comme la victoire du paradigme littéraire, une victoire paradoxale puisqu'il s'agit de consacrer le metteur en scène du film et non pas le scénariste. Ce paradigme de l'auteur devient une figure imposée du récit historique jusqu'à la composition d'histoires plus récentes comme celle de Jean-Michel Frodon, par exemple, l'âge moderne du cinéma français de la nouvelle vague à nos jours, dont la première édition date de 1995. O autor de cinema é ali uma transposição do autor literário. Podemos, a partir disso, interpretar a política dos autores como a vitória de um paradigma literário, uma vitória paradoxal, pois se trata de consagrar o diretor do filme em oposição ao roteirista. Esse paradigma do autor se torna uma figura obrigatória do relato histórico até a composição de histórias recentes, como a de Jean-Michel Frodon, que é a Idade Moderna do cinema francês, cuja primeira edição data de 1995. Alors, il convient néanmoins de préciser que ce paradigme littéraire dominant ne fut pas le seul en vigueur entre les années 50 et la fin du XXe siècle. Cette domination, cette prééminence de l'auteur de film. D'autres tentatives, adossées au réservoir immense que représente le patrimoine cinématographique, virent en effet le jour dans les années 50, et c'est le cas par exemple d'une notion forgée par Raymond Borde et Étienne Chommeton dans un livre qui s'appelle Le panorama du film noir américain, paru en 1955 aux éditions de Minuit. Convém nesse ponto esclarecer que esse paradigma dominante não foi o único em vigor entre os anos de 1950 e o final do século XX. Outras tentativas, apoiadas no imenso acervo que representa o patrimônio cinematográfico, surgiram de fato desde os anos 50. É o caso, por exemplo, de uma noção forjada por Raymond Borde e Etienne Chommeton, por ocasião do panorama do filme do filme noir americano, publicado em 1955 pelas edições de Minuit. Alors, Borde et Chommeton, je vais reprendre un petit peu plus bas. Borde et Chommeton, donc, dans leur panorama du film noir, répondent en réalité directement aux deux articles fondateurs de François Truffaut, parus en janvier et février 1954 dans les Cahiers du cinéma, Une certaine tendance du cinéma français et Ali Baba et la politique des auteurs. Dans leur livre, Borde et Chommeton attribuent par convention la paternité des films à leur metteur en scène, mais ils mettent en garde contre l'attribution exclusive d'un film à un auteur. Je cite, « C'est une convention, car on ne sait jamais, quand il s'agit de films américains, si le metteur en scène est réellement le maître d'œuvre. » Em outras palavras, o panorama do filme noir pode ser lido como uma réplica aos dois artigos fundadores de François Truffaut, publicados em janeiro e fevereiro de 1954 no Cahiers du Cinéma, e já citados, né? E se em seu livro Borde et Chommeton atribui por convenção a paternidade dos filmes aos seus diretores, eles alertam contra a atribuição exclusiva de um filme a um autor. E, como essa citação, é uma convenção, pois nunca se sabe, quando se trata dos filmes norte-americanos, se o diretor é realmente o mestre da obra. Rejetant donc ce primat de l'auteur, Borde et Chommeton font prévaloir la notion de série,
qui leur offre une grille de lecture de l'ensemble de l'histoire du cinéma. L'introduction de l'ouvrage en précise le sens. Rejeitando esse primado do autor, eles fazem prevalecer a noção de série, que lhes oferece uma grade de leitura de toda a história do cinema. A introdução da obra esclarece seu sentido. Je cite le texte que vous avez sous les yeux. Une série pourrait se définir comme un ensemble de films nationaux ayant entre eux quelques traits communs, style, atmosphère, sujet, assez forts pour les marquer sans équivoque et leur donner avec le temps un caractère inimitable. Les séries ont une durée variable, tantôt 2 ans, tantôt 10. C'est un peu le spectateur qui en décide. L'histoire du cinéma est, dans une large mesure, une histoire de série. Il y a bien entendu quelques films inclassables, Citizen Kane de Orson Welles, ou Rien qu'un pauvre cœur de Clifford Odets, sont de ceux-là. Mais souvent, un grand film n'est inclassable que parce qu'il est le premier d'une série nouvelle et qu'on manque du recul nécessaire. Caligari était inclassable avant d'engendrer le caligarisme. Fin de citation. Alors, suivent plusieurs exemples qui croisent école nationale, une catégorie en vigueur dans les années 30, comme nous l'avons vu, genre, à l'instar de la série sociale et du film de gangster aux États-Unis, de la comédie légère, je cite, des années 30 à 1933 en Allemagne, ou encore des films consacrés à la Révolution d'octobre en Union soviétique, de la comédie anglaise, du documentaire social de Daquin, de Rouquier, de Nicole Védresse en France, et bien sûr, du film noir aux États-Unis. Seguem vários exemplos que cruzam as escolas nacionais, né? Uma categoria vigente nos anos 30, como vimos, e gêneros, a exemplo da série social e do filme de gangster nos Estados Unidos, da comédia ligeira dos anos 1930 e 33 na Alemanha, dos filmes dedicados à Revolução de Outubro, né, na União Soviética, da comédia inglesa, dos documentários sociais de Daquin, Rouquier e Védresse na França, e, naturalmente, do filme noir nos Estados Unidos. Peu importe donc que certaines de ces séries soient peu pertinentes. Ce qui compte, c'est l'usage que l'on fait de la notion. Celle-ci fonde durablement une appréhension de l'histoire du cinéma qui refuse les hiérarchies figées au profit d'une politique des films rendue possible par le regard sans exclusive du critique ou par la redécouverte de films en cinémathèque. Pouco importa que algumas dessas séries sejam pouco pertinentes. O que conta é o uso que se faz do conceito. Este fundamenta duradouramente uma apreensão da história do cinema, que rejeita hierarquias fixas em favor de uma política dos filmes viabilizada pelo olhar sem exclusão do crítico ou pela redescoberta em cinematecas. La même notion de série est à nouveau mise en œuvre par Raymond Borde dès lors qu'il s'agit par exemple d'explorer le néoréalisme italien, entendu non seulement comme une expérience de cinéma social, mais aussi comme une série dont la vitalité s'étiole dès le début des années 50 sous les coups de boutoir de la censure et de l'autocensure, du désintérêt du public ou encore de la frilosité des producteurs. O mesmo belo conceito, né, é novamente aplicado sempre que se trata de explorar o neorrealismo italiano, por exemplo, entendido não apenas como experiência de cinema social, mas também como uma série cuja vitalidade se esvai já no início dos anos 1950, sob os golpes de censura e de autocensura, do desinteresse do público e da timidez dos produtores. Alors Raymond Borde n'est pas à proprement parler un historien, même s'il a conduit un projet de cette nature dans une série de petits livres consacrés au burlesque états-unien, adossés aux découvertes permises par l'accumulation des collections de la Cinémathèque de Toulouse, dont il est le fondateur. Raymond Borde não é propriamente um historiador, embora tenha conduzido um projeto dessa natureza em uma série de pequenos livros dedicados aos filmes burlescos, apoiado nas descobertas que foram permitidas pelo acúmulo de coleções da Cinémathèque de Toulouse, da qual é fundador. C'est ici que, dans les années 60, transparaît avec le plus de clarté le projet historique de Raymond Borde. Celui-ci reste inscrit dans les limites et les besoins de son temps. Il est à l'époque, par exemple, impossible de déterminer avec précision dans quel film ont tourné, par exemple, Harold Lloyd, Laurel et Hardy ou encore Charlie Bowers. Et l'établissement de filmographie apparaît à l'époque comme un préalable nécessaire
qui crée les conditions de possibilité d'un discours historique. E é aqui que, desde os anos 1960, transparece com maior clareza o projeto histórico de Bordon. Este permanece inscrito nos limites e nas suas necessidades de seu tempo. Era então impossível determinar com precisão em quais filmes gravaram Lloyd, o Lored e o Hardy, ou ainda Charles Boel, e o estabelecimento de filmografias aparecia, portanto, como um pré-requisito necessário que criava as condições de possibilidade para um discurso histórico. Alors, dans un numéro de premier plan qu'il consacre à Laurel et Hardy, là, il s'agit non plus il s'agit de Raymond Borde, mais aussi de quelqu'un qui écrit avec Raymond Borde qui s'appelle Charles Perrin, et qui écrivent « Laurel et Hardy nous sont plus mal connus que les empereurs romains du 1er siècle. Ce que l'on sait du cinéma jusqu'à la guerre relève d'ailleurs de l'archéologie. Quelques livres d'histoire ne se sont transmis les mêmes informations. Ils ont diffusé la même classification qui est en gros celle de Charançol. Ce savoir squelettique commence à être contesté, mais la mort des copies nous laisse devant des tombes vides. » Donc c'est la citation que vous avez sous les yeux. Pour éviter à ces archéologues d'un genre nouveau de se heurter à des tombes vides, pour, en d'autres termes, triompher de la mort des films, il faut avoir recours aux cinémathèques. Para evitar esses arqueólogos de um gênero novo se depararem com túmulos vazios, né, para, em outras palavras, triunfar sobre a morte dos filmes, é preciso recorrer às cinematecas. Raymond Borde a donc recours aux ressources de la Fédération internationale des archives du film, la FIAF, cela permet à Borde et à Perrin de retrouver 17 courts-métrages muets de Laurel et Hardy sur 60 identifiés. Une lente réhabilitation des burlesques américains du second rayon, Hankman, Snub Pollard, Bricolo, Harold Lloyd, Monty Banks, commence, alors que la glose, à l'époque, se concentre exclusivement sur Charlie Chaplin. Mais, écrit Raymond Borde, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas, ou pas seulement de dire « Ah bah Charlot, vive Keaton » et de remplacer la connaissance par un conflit de génération, il s'agit surtout d'aller à la découverte de cette merveilleuse énigme, le slapstick américain. Fin de citation. O Borde, né, esse autor, ele teve acesso aos recursos da FIAF, que são aproveitados e permitem aos dois companheiros, né, recuperar 17 curtas-metragens mudos de 60 que foram identificados. Começa uma lenta reabilitação do burlesco americano, do segundo escalão, que seria conhecido mais tarde pelo nome de, enfim, aí o nome de alguns autores, enquanto a glosa sobre o tema se concentra exclusivamente em Charles Chaplin. E aí cito o Borde, que mas hoje não se trata ou não apenas de dizer abaixo Charlot e viva Keaton, e substituir o conhecimento por um conflito de gerações. Trata-se, sobretudo, de ir à descoberta desse maravilhoso enigma, o slapstick do norte-americano. Alors, le registre adopté n'est pas celui de la critique. Raymond Borde en rejette même les attendus, afin de rompre avec une histoire qui traquait jusqu'alors chefs-d'œuvre et auteurs. Et Raymond Borde était lui-même un ennemi de la politique des auteurs. En revanche, il s'agit d'aller à la découverte d'un cinéma commun qui rencontra massivement le public et qui est à l'époque ignoré des historiens. Il s'agit en somme de faire l'histoire du cinéma populaire, non pas en raison de ses qualités artistiques intrinsèques, mais aussi parce que le cinéma burlesque des premiers temps doit être envisagé comme une succession de films communs intéressants seulement lorsqu'on les considère dans leur ensemble. O registro adotado não é o da crítica, né? Rejeita até mesmo seus pressupostos, o Borde, né? Ele rejeita até mesmo os pressupostos para romper uma história que persegue obras-primas e autores. O Borde, inclusive, ele podia ser considerado um inimigo dessa teoria do autor, né? Trata-se, então, ao contrário, de ir à descoberta de um cinema comum que encontrou massivamente um público e que é ignorado pelos historiadores. Trata-se de fazer uma história de um cinema popular, não apenas por suas qualidades artísticas intrínsecas, mas também porque o cinema burlesco dos primeiros tempos
deve ser considerado como uma sucessão de filmes comuns, interessantes quando vistos em conjunto. Par la grâce du patrimoine cinématographique, l'usage de la série, qui induit en termes de méthode l'établissement préalable de filmographie, que Georges Sadoul lui aussi avait appelé de ses voeux dans son allocution, déjà citée, consacrée aux matériaux, méthodes et problèmes de l'histoire du cinéma, l'usage de la série vient donc battre en brèche une histoire des chefs-d'œuvre. La série vient bousculer une histoire jusqu'alors calquée sur le modèle de l'histoire de l'art ou de l'histoire littéraire. Em virtude do patrimônio cinematográfico, o uso da série, que implica em termos metodológicos o estabelecimento prévio de filmografias, que Sadoul também desejaria em seu discurso dedicado ao artigo já citado, Materiais, Métodos e Problemas da História do Cinema, o uso da série vem abalar uma história das obras-primas. A série vem perturbar uma história até então moldada segundo o modelo da história da arte e a história da literatura, a história literária. Alors, que retenir de ce panorama, certes sélectif, de quelques textes d'histoire du cinéma? Vous l'avez compris, je pourrais vous en parler pendant 10 heures. En premier lieu, la prégnance de ces paradigmes historiques. Une histoire du cinéma qui se construirait sur le modèle de l'histoire de l'art ou de l'histoire littéraire, ce qui tente à démontrer combien il est difficile de construire un objet et une méthode dès lors que s'impose une expression nouvelle qui est à la fois un art, une technique, une industrie et une culture. O que a gente deve reter desse panorama, né? Como vocês perceberam, eu podia ficar falando disso durante muito tempo. De alguns textos da história do cinema. Em primeiro lugar, a pregnância desses paradigmas históricos. Uma história do cinema que se construiria segundo os modelos da história da arte e da literatura, o que tende a demonstrar quão difícil é construir um objeto e um método quando se impõe uma expressão nova, simultaneamente arte, técnica, indústria e cultura. Cela conforte d'une certaine manière Robert Mandrou. Je reviens à cet article de Robert Mandrou dans les Annales en 1958, qui à propos, en fait cet article est au départ un compte-rendu du livre d'Edgar Morin qui s'appelle Le cinéma ou l'homme imaginaire. Et l'article paru dans les Annales fait un bilan des histoires du cinéma parues jusqu'alors et conclut à l'échec des tentatives historiques relatives au cinéma mises en œuvre jusqu'en 1958. Isso de certa forma, a respeito desse, isso de certa forma confirma que Roberto Mandrou, que em 1958, a respeito do cinema ou do Homem Imaginário de Edgar Morin, cujo artigo publicado nos Anais se apresenta como um balanço, concluiu o fracasso das tentativas históricas até então implementadas. O sucesso do projeto de Morin reside o sucesso do projeto de Morin reside implicitamente nesse fracasso. Embora o cinema e o Homem Imaginário não pretendam ser um livro de história, ele repousa também na tentativa bem-sucedida de aprender o cinema como um fato totalmente social total. Oui, donc comme vient de le dire Raphaël, donc la réussite du projet de Morin tient en creux à cet échec, bien que le cinéma ou l'homme imaginaire ne prétendent pas être un livre d'histoire. Cette réussite repose également sur la tentative d'appréhender le cinéma comme un fait social total. Je cite Robert Mandrou à propos du livre d'Edgar Morin. L'homme imaginaire réussit de temps à autre à être une histoire du cinéma, et non plus cette fois des films, des cinéastes, des écoles, histoire miroitante, mais de l'enrichissement complexe d'une esthétique, d'une sensibilité collective en rapide évolution. Histoire large et difficile à suivre. D'un mot, Edgar Morin exprime la magie sociale du cinéma, et je pourrais rajouter, ce n'est pas dans le texte, Edgar Morin invente l'histoire culturelle du cinéma. O Edgar Morin inventa a história cultural do cinema. Alors pour finir, retenons de ce trop bref parcours, et pour lequel il conviendrait d'introduire bien des nuances,
qu'il n'existe pas d'invariant en histoire du cinéma, même lorsqu'on s'arrête sur les 50 à 60 premières années de son exercice. C'est au contraire l'extraordinaire richesse de modèles mis en œuvre, et pour reprendre le mot de Mandrou en l'adaptant à un autre contexte, le miroitement des récits qui constituent l'intérêt de l'histoire du cinéma, ouvrant des horizons nouveaux aux historiens contemporains du cinéma. Recordemos então, para finalizar esse percurso breve, para o qual seria necessário introduzir muitas nuances, que não existe um ponto fixo na história do cinema, mesmo quando se detém o olhar sobre os primeiros 50 e 60 anos da sua prática. Ao contrário, a extraordinária riqueza de modelos postos em práticas, e para retomar a palavra de Mandrou, adaptando a outro contexto, o espelhamento dos relatos que constitui o seu interesse, abrindo novos horizontes para os historiadores contemporâneos do cinema. De mon point de vue, il reste beaucoup à dire sur l'intrication entre patrimoine cinématographique et histoire, entre histoire du cinéma et histoire culturelle, entre histoire politique et histoire de la critique et de la réception des films. Il y a dans ces variations, ces miroitements, matière à réinvention de l'histoire du cinéma elle-même. C'est tout le malheur que je lui souhaite. Do meu ponto de vista, ainda há muito a dizer sobre esse entrelaçamento entre patrimônio cinematográfico e história, entre história do cinema e história cultural, entre história política e história da crítica e da recepção dos filmes. Há nessas variações e nesses espelhamentos materiais para a reinvenção da própria história do cinema. Essa é toda a má sorte que eu desejo para vocês. Então eu queria agradecer, a palestra muito rica, proferida aqui pelo Gauthier a respeito da constituição de uma história do cinema e de como essa história, enfim, foi ao longo desse século na França sendo construída. Mas a gente tem pouquíssimo tempo, na verdade, para discutir e debater. Então, conversando com o Rafael, a instrução é apenas uma pergunta. Como o Gauthier continuará conosco, então eu acho que a gente pode depois, obviamente, conversar. Mas, enfim, se há alguém que gostaria de fazer um comentário, uma pergunta, porque senão eu faço. Então eu gostaria de ouvi-lo, Eu acho que você abordou diversos aspectos dessa trajetória e comentou também a respeito da importância das mostras, dos festivais, dos eventos. Eu queria recuperar um em particular e gostaria de ouvi-lo sobre, que é a Exposição Internacional de Artes e Técnicas, que ocorreu em 1925 em Paris e que foi um momento também de celebração do cinema, em particular de Lumière, e que foi um ano posterior a uma grande exposição que ocorreu no Museu Galliera, salvo engano, em 24. Enfim, gostaria de ouvi-lo se esses dois eventos tiveram importância nesse processo que você aqui nos trouxe. Oui, obrigado, Eduardo. Et désolé encore pour mon portugais inexistant. Oui, donc, alors, c'est en effet un aspect dont je n'ai pas parlé ici, c'est la dimension commémorative de l'histoire du cinéma, la manière dont se met en place une histoire officielle du cinéma en France autour de la mémoire des Frères Lumière. Primeiro eu quero me desculpar pelo meu português inexistente, mas ele está falando que de fato ele não tratou dessa dimensão da celebração do cinema, que também tem uma parte importante na constituição da história. Donc en 1924, au Musée Galliera a lieu une exposition qui s'appelle L'art dans le cinéma français, et qui est une exposition à la fois sur
les origines techniques du cinéma et sur l'esthétique contemporaine du cinéma. Em 1924 teve uma exposição que ela se consagrava às questões técnicas e estéticas do cinema, né? Et cette exposition, à cette exposition participe Léon Moussinac, mais aussi Marcel L'Herbier, le réalisateur Marcel L'Herbier, ainsi que tout un tas d'autres personnalités de cette première cinéphilie des années 20. E dessa exposição, ele participa o Léon Moussinac, que é quem está falando aqui, né, no começo da palestra, e outras personalidades importantes que compõem esse movimento da história do cinema. Et elle donne lieu à des conférences, qui sont des conférences qui déploient en effet tout un discours plutôt sur l'esthétique du cinéma. La dimension historique est moins présente, mais sur l'esthétique contemporaine du cinéma. C'est un jalon très important dans, je dirais, la construction d'un discours esthétique sur le cinéma. E nessa exposição há uma série de conferências que vão tratar justamente da estética do cinema, ou de várias estéticas do cinema, né, de tudo aquilo que constitui o cinema, e que elas são muito importantes para a constituição dessa história, desse conhecimento técnico. Né? Et alors, dans ces mêmes années, a lieu un débat en France pour savoir qui a inventé le cinéma. Il est évident pour les Français que ce sont les Français qui ont inventé le cinéma. Teve nesse momento também um debate sobre quem inventou o cinema. E é claro que para os franceses foram os franceses. Donc, pas Edison, pas les frères Skladanowski. Non, le débat en France porte entre Étienne Jules Barré et les Lumières. Então, não o Edison, nem não os norte-americanos, mas na França o debate ele está entre Marais et Lumière, né, os Lumières. Mais Marais est mort en 1904, c'était un savant, membre du Collège de France, et les Lumières sont encore bien vivants, très proches des industries du cinéma, très proches de Léon Gaumont et de la chambre cinématographique, donc l'organisation corporative cinématographique la plus importante de l'époque. O Marais ele morre logo, né, e depois os Lumières eles continuam vivos e eles se aproximam da indústria, né, e do indústria. Gaumont, muito próximo de uma instância do cinema que era legislativo, uma câmara corporativa do cinema, por ainda muito atuante. Et donc, en fait, il y a un combat qui s'engage, qui est gagné par les Lumières, hein, pour faire en sorte que les véritables inventeurs du cinéma, ce soient les frères Lumière, et qui est consacré par l'industrie cinématographique et par le gouvernement de la République, qui va honorer les frères Lumière en 1925 et plus encore en 1935 pour le 40e anniversaire du cinéma, et encore plus pendant l'occupation et le gouvernement de Vichy. Então tem um combate, né, nesse momento de quem inventou o cinema, que os Lumières saem vitoriosos e eles vão ser consagrados nesse momento em 1925, mas também pelo Estado na história que continua na França até o momento da Segunda Guerra Mundial, no caso. Né? Mais c'est vrai que cette histoire officielle est une histoire qui s'intéresse aux inventeurs pour marquer la prééminence française en matière d'invention, mais qui est assez décorrélée de ce dont j'ai parlé ce soir, à savoir la construction d'un discours historique sur finalement la suprématie esthétique du cinéma français. Essa história oficial, né, ela tá bem consagrada na França, e só que ela é um pouco diferente do que ele trouxe aqui para a história da história não a história oficial, né, mas a história dos historiadores e desse outro percurso. Assim. Voilà, c'est la différence entre ce que j'ai appelé l'histoire techniciste et l'histoire cinéphile finalement. É a diferença que no que o texto dele chamou de história cinéfila e história tecnicista.